C'est bien. C'est bien ici. C'est bien ici. C'est bien. C'est bien ici, monsieur. C'est bien. On se sent, on peut pas être mieux. On est dans le thé. On sera ailleurs, ce serait pas mieux. Non, non, moi je me sens très très bien ici. Ben oui, moi aussi. Moi, j'adore travailler ici. J'adore travailler ici. Enfin, c'est un contexte génial. Quel plus grand bonheur. Moi, j'apprécie la maison parce que je m'y sens bien. Une bonne entente. Ah oui, c'est sympa. Oui, oui, ils apprécient, oui. Voilà. Bien. J'en discute avec d'autres patients. Bon, ils font un peu la même analyse que moi. Hein. On n'ira pas voir ailleurs la prochaine fois, mais j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Alors la FASIC, c'est une jeune fondation qui est née fin 2017 et qui regroupe maintenant 24 établissements sanitaires et médico-sociaux, 1200 salariés et puis 1400 places pour accueillir des malades, des personnes en situation de handicap ou des personnes dans le grand âge sur le territoire de l'Anjou et bien sûr sur les Hauts-de-France où nous sommes présents avec 14 établissements médico-sociaux dans la Somme. Et je pense que ce qui incarne la FASIC et nos établissements, c'est que les gens qui travaillent ont ce sens de l'autre, ont ce sens de la gratuité de la relation à l'autre et de mettre en relation à l'autre. Moi, je dirais que c'est la valeur familiale, l'ambiance vraiment familiale, ne serait-ce qu'entre les patients et les soignants et entre l'équipe, on se connaît tous très bien. On est une équipe pluridisciplinaire et on travaille tous ensemble. On a une vraie cohésion d'équipe en fait. Le fait d'avoir une structure à taille humaine, c'est certain que ça favorise les échanges aussi bien entre nous professionnels et avec les patients. Les valeurs de la maison, ça va être principalement de respecter le droit du résident, son bien-être, sa citoyenneté. La bienveillance, c'est important. Considérer la personne comme une personne à part entière et pas juste une personne en situation de handicap. Travailler vraiment dans le sens du résident, dans le respect de son autonomie, dans le respect de ses valeurs, de ses croyances. C'est oui, que cette notion d'aide, de partage, de solidarité. Et, voilà. Je pense qu'on partage tous ce même état d'esprit. De toute façon, pour venir travailler dans ce milieu-là, je pense qu'il faut avoir cet état d'esprit d'aimer donner et aider, quoi. Oui, ce sont des valeurs humaines et spirituelles. L'acronyme FASIC Ça signifie Fondation pour l'action sanitaire et sociale d'inspiration chrétienne. Ça décrit bien quelle est notre identité. D'inspiration chrétienne. Je pense que ce qui est spécifique à la FASIC, c'est déjà son histoire. Donc, la FASIC a été créée par des sœurs, elle est reconnue d'utilité publique. La FASIC, elle est née de rapprochements de congrégations, toutes, d'une manière ou d'une autre, au service des plus petits, au service des pauvres, au service des gens qui avaient besoin de soins. La FASIC est née en fait du travail surtout de deux congrégations. Au départ, c'était des sœurs de Sainte-Marie qui sont devenues sœurs missionnaires de l'Évangile et les sœurs hospitalières de Saint-Joseph de Beaupreau. On avait la même spiritualité, mais surtout on avait un peu les mêmes types d'établissements. On avait des EHPAD, on avait des foyers d'accueil de personnes handicapées. Et les sœurs de Beaupreau avaient en plus un hôpital. Ce qui nous a rassemblés, c'est ça, tout pour servir les pauvres, et avec quand même quelque chose qui nous relie à l'origine de Sainte-Marie, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, avec en particulier Saint Vincent de Paul, et puis d'autres grands maîtres. Oui, l'origine de la fondation s'appuie son origine dans le lointain, puisque c'est au XVIIe siècle à Angers. Louis XIV avait fait un décret en 1656, il fallait renfermer les pauvres parce qu'ils mendiaient dans les rues et ça ennuyait les gens quand même d'avoir des pauvres toujours. Donc on avait décidé de faire des hôpitaux généraux, pas pour les malades, pour les pauvres. Des femmes se sont mises au service de ces pauvres pour humaniser, pour
pour les aimer, pour en prendre soin. On pourrait dire aujourd'hui, peut-être qu'on dirait ça aujourd'hui, pour prendre soin de tous ces gens-là. C'était un tout petit embryon sans avoir l'idée que ce serait un jour une congrégation. Mais en fait, comme il y a toujours eu des personnes qui se sont mises au service avec ce même objectif et cette compassion pour les plus pauvres, ça a permis de faire naître la congrégation après dans le temps. Et puis le temps passant, elles ont développé leur action, accompagnées d'ailleurs par l'évêque d'Angers, qui a été très moteur aussi à leur côté à l'époque. Et voilà, ça fait 3 siècles et demi que ça dure. Et on en est les dépositaires. On a commencé à réfléchir à la fondation en 2006. Le premier souci qu'on avait eu, c'était tous les établissements. Et ça avait été un souci. On voyait qu'on avait beaucoup trop d'établissements, surtout dans la Somme. Tous ces établissements dont on avait hérité, nous, on disait on est trop vieille, on n'arrivera pas. C'est pas possible, on ne peut pas s'en occuper, on n'y arrivera pas. Et on travaillait quand même depuis longtemps avec des laïcs compétents. On savait qu'ils étaient dans notre esprit et qu'on pouvait compter sur eux. On sentait que ça faisait une même famille, quoi, hein. Donc on s'est dit, on peut s'appuyer sur eux, il faut qu'avec eux, on crée quelque chose. Ce qu'on voulait, c'est que les valeurs qui ont été portées jusqu'à ce jour puissent être reprises, hein, et vécues avec d'autres. Et puis, nous avions aussi une dimension, c'est que nous voulions que l'établissement reste d'inspiration chrétienne. Mais c'est vraiment la raison. La FASIC, c'est ça qu'on a voulu, hein. Parce qu'on voudrait que ce service des pauvres, il reste vraiment, ça ne devient pas des boîtes qui font du fric, hein. Puis il y a des congrégations, elles vendaient au public ou à n'importe qui, au lucratif. Nous, on a dit, on est responsable de ce qu'on a créé. On est responsable de ce charisme de notre congrégation, hein. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen, hein. Et on a trouvé ce moyen et on en est bien content. L'objet de la FASIC, il est dans ses statuts. Concrètement, elle a une mission de gestion, elle a une mission de gestion des activités, gestion du patrimoine, hein, aussi de maintien de l'esprit des fondateurs. Ça fait partie de sa mission, hein, c'est quand même ses grandes missions. Mais sa mission essentielle, c'est de continuer à prendre soin des personnes les plus fragiles dans notre société. Et de le faire avec amour et tendresse, hein, pour moi, ça c'est très important, hein. On est des passeurs, on vient d'une histoire et on va la poursuivre. Alors de façon forcément différente parce qu'on est laïque, mais on puise dans ce charisme incroyable qui a été développé par les congrégations religieuses. Donc ça, c'est important de savoir d'où l'on vient. Pour moi, c'est important de rester accessible à la population. Il n'y a pas d'histoire de revenus pour les personnes qu'on accompagne. Ce sont des personnes qui bénéficient de l'aide sociale. On privilégie les gens les plus démunis à l'aide sociale. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et pour moi, ma place, c'est d'aider les plus démunis, ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est ce qu'on fait ici, puisque nous sommes sur les tarifs les plus bas. Donc, c'est prolonger cette volonté de ce que les sœurs voulaient faire. Et vous voyez, un exemple, on va faire une sortie, personne ne paye. Sinon, ça ferait de la discrimination. Tout le monde est égal. L'héritage des sœurs, c'est un héritage qui est fort parce qu'il est lourd de sens. Travailler pour une fondation reconnue d'utilité publique, travailler dans des maisons qui ont une histoire, qui est celle des sœurs, qui ont toujours eu pour vocation d'accompagner les autres, de servir le bien commun, ça a un sens profond. On n'est pas là pour enrichir une personne, une famille ou des actionnaires. On est là simplement pour répondre à un besoin de service, pour aider tout simplement les autres. On est imprégné de ce que les sœurs nous ont laissé, hein, accueillir et prendre soin. C'est vraiment la devise, quoi, de continuer à servir et à aider les personnes en difficulté. On est vraiment là pour ça, quoi. C'est un héritage historique déjà.
un héritage même un petit peu philosophique dans la manière dont on considère les personnes qu'on accompagne, dans la manière dont on considère les personnes salariées des établissements. Oui, je sens cet héritage-là. Alors, il y a eu les sœurs. On va commencer des vieux, les sœurs. Il y en a qui ont été formés par les sœurs. Donc, nous, derrière, on est formés par ceux qui ont été formés par les sœurs. Donc, tout ça, ça fait que c'est une continuité, finalement. C'est une continuité. C'est des valeurs qui sont ancrées dans la maison, comme on dit ici. Et ça donne la façon dont on travaille aujourd'hui. On est moins... Ça va être un peu bateau, ce que j'ai, mais on travaille moins à la chaîne que dans un grand hôpital. On fait plus au cas par cas, on prend le patient plus dans sa globalité. Voilà, c'est vraiment cette notion d'individualité aussi qui fait qu'il y a beaucoup de respect et qu'on prend vraiment le temps de s'occuper de la personne dans son entièreté, quoi. Déjà, nous, en tant qu'encadrants, déjà, si on ne respecte pas les résidents, ils ne nous respecteront pas. Donc ça, c'est déjà la base. C'est déjà la base, donc beaucoup déjà de respect envers eux, et puis ils nous le rendent bien. C'est juste ça. C'est le socle. Le respect de la personne, le respect de ses choix, de ses attentes, de ses besoins. On tape aux portes, on rentre pas comme si c'était un droit acquis, loin de là. Tout le monde l'a bien compris ici, c'est quelque chose qui est fait de façon collégiale et de façon très respectueuse. Il y a un mois, Marie, c'est vrai. Ouais, ils vont tomber avec Marie, mais Marie, elle a mal là. Elle a mal à sa gorge, elle a la voix cassée. On est chez eux en fait, c'est un petit peu ce qu'on essaie d'expliquer aux gens et c'est comme ça qu'on vit les choses. Donc eux sont chez eux et nous tous les matins on vient chez eux et on les accompagne parce qu'ils ont besoin de cet accompagnement-là pour pouvoir s'accomplir. Les écouter aussi parce qu'il y a des moments où ils ont des coups de blues. Voilà. Hein donc, fatigué. Voilà, fatigué, tout ça, donc on les écoute. Et puis non, ça se passe très très bien. Rien à dire. Un résident ou une personne accompagnée, une personne âgée accompagnée n'est pas bien que parce qu'elle est changée ou parce qu'elle a eu, excusez-moi, mais juste un change-propre. Il y a toute une autre dynamique autour de ça. Il faut de la vie sociale, il faut que ça vive. Donc ça se traduit dans les activités, ça se traduit aussi dans les échanges qu'on permet aussi à des professionnels. C'est plus du relationnel. C'est plus du relationnel, c'est plus le contact, ne serait-ce qu'un sourire, quoi. Enfin, voilà. En fait, je pense qu'on est dans une société qui se déshumanise et faut, mais juste comme un sourire, un mot gentil entre collègues, avec les résidents. Là, j'ai une dame qui a été chez le coiffeur, je dis non mais vous êtes trop bien coiffée et tout. Non mais en fait, juste sans se forcer et faire des choses, voilà, juste pour dire je le fais, machin. Non, c'est juste être naturel, humain, donner de la chaleur aux gens, parce qu'on en reçoit aussi du coup. Donc moi, c'est un lieu de vie pour les résidents, mais c'est un lieu de travail pour moi, mais c'est un lieu de vie aussi pour moi. Donc l'idée, c'est faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, rire, voilà, aussi avec les collègues parce qu'on fait des choses difficiles, donc on peut rire avec les résidents même quand ils sont très âgés. De toute façon, si il n'y a pas de lien, vous pouvez pas bien faire votre travail. Un éducateur ou peu importe le diplôme qu'on a, la relation éducative, on est obligé de la mettre en place, on est obligé et on travaille tout le temps avec eux, du matin, du soir, le week-end pendant 12 heures. Vous faites tout avec eux. Noël, Pâques, vacances, vous faites tout. Tous les moments importants dans leur vie, vous êtes là. On est là pour échanger avec eux, pour faire en sorte qu'ils aient leur rôle ici en fait, qu'ils aient une place, qu'ils existent plutôt que juste de vivre comme des gens handicapés. Est-ce que ça pourrait être notre frère, ça pourrait être notre père, ça pourrait être... Et c'est important, je pense que c'est important qu'il y ait des gens comme nous pour les accompagner et leur donner leur place, quoi. Oui, par exemple, samedi, on est allé où? À Rouen. À Rouen. On est allé au salon rétro Automoto. Non, Claire. Oui, parce qu'on a un projet de nettoyage de voitures qui nous a rapporté des sous et avec ces sous, on a fait une sortie où on est allé à Rétromobile à Rouen, du coup. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui peut nous animer, quoi. J'ai déjà vu des établissements où des résidents restaient soit dans leur chambre, soit devant la télé. Et nous, on trouve pas ça bénéfique pour eux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des êtres humains comme tout le monde. Il y en a qui arrivent mieux que d'autres. Donc, on fait par rapport à leurs compétences.
Et puis à leurs envies aussi, très important. On ne va pas forcer quelqu'un à venir en cuisine. Le sentiment d'utilité sociale, il faut qu'il soit vécu. Chacun à son niveau, mais on sait que s'ils sont dans cette dynamique-là, on les aide à se construire une identité propre avec l'impression, mais qui n'est pas qu'une impression d'ailleurs, qui est une réalité, d'être importante pour leur environnement. On a déjà eu aussi 2-3 résidents, à force de faire de la cuisine ici, et ben ils ont réussi à trouver un stage ailleurs, en cuisine, avec un logement à eux. Ils ont gagné beaucoup de, comment vous dire, de maturité, d'autonomie. Voilà, dans le parcours de vie, on a autant d'histoires ici que nous avons de résidents. Dans un EHPAD, la vie continue. C'est un lieu où il se passe des choses. Un lieu en faveur de l'inclusion. Un lieu où les résidents peuvent mener des projets et leur redonner leur dimension sociale. On ne choisit pas de naître avec un handicap, mais par contre, on peut choisir d'exister, de devenir quelqu'un. Et l'accompagnement éducatif, c'est ça. C'est vraiment de passer de la vie à l'existence. C'est ça qu'on leur apporte. Voilà. Bon, et là, il explique qu'il a communié, voilà. Qu'André est croyant, pratiquant. Tous les mardis, il se rend à la messe et voilà. Il a été à Lourdes d'ailleurs. Ça, on pourra couper. Il a été à Lourdes, voilà. Voilà, tous les ans, il y a un pèlerinage qui est organisé avec le diocèse d'Amiens. Et voilà, il y a un train qui part d'Amiens, du coup, avec plusieurs résidents, des professionnels volontaires pour les accompagner. Et ils passent quelques semaines là-bas, enfin une semaine. Voilà. Ça fait partie de notre travail aussi, de travailler autour de ça, des croyances et du souhait de chacun. On a par exemple la messe de Noël ou autre, on a des résidents qui veulent y participer, c'est libre d'accès. D'autres ne veulent pas, ça c'est leur choix. Mais voilà, on propose ça, il y a cette possibilité-là de le faire. Toutes les semaines, il y a la messe et toutes les personnes qui souhaitent aller à la messe y vont. Il y a quelqu'un qui va régulièrement avec sa guitare. Ils sont connus et reconnus du coup parce que c'est les habitués. Les valeurs spirituelles et le respect des croyances des résidents est intégré dans la vie sociale. Moi, je participe aux réunions de l'aumônerie parce que ça veut dire que c'est... moi, je dirais que je suis athée, mais on dirait que la même valeur qu'on a commune, c'est aider les plus démunis. Donc, on se retrouve toujours autour de la table. On respecte le parcours de foi de chacun, le parcours de vie de chacun. C'est-à-dire que si on nous dit non, eh bien c'est non. Voilà. Si on nous dit, moi j'ai pas envie de parler du bon Dieu, j'ai pas envie de parler, mais je veux bien, vos visites elles me font du bien, eh bien on revient et puis on parle de la famille, on parle de tout ce qui fait sens aujourd'hui. L'inspiration chrétienne, c'est pas un étendard à brandir pour dire que c'est pas un lieu, elle n'a pas une mission d'évangélisation. C'est pas un mouvement d'église, hein. C'est une structure civile, la fondation. Hein. Et c'est l'amour avec lequel on rend service qui sera peut-être occasion d'évangélisation. Parce qu'un jour, les gens ils s'interrogent en disant pourquoi je suis obligé d'un tel amour de la part de ceux qui sont à mon service. Ça vient comme ça. Non pas de vouloir garder une dimension très forte sur le religieux, non, sur les valeurs que la religion catholique nous inspire et pour lesquelles nous nous sommes donnés entièrement depuis la fondation. L'avantage de ces valeurs, c'est que croyants comme non-croyants, on peut facilement y adhérer, on peut facilement s'y retrouver. Et ce sont des valeurs finalement universelles. Je sais qu'il y a des valeurs, mais c'est des valeurs qu'on pourrait mettre juste des valeurs humaines, quoi, sans parler de religion. La prise en soin ici est rythmée au rythme du résident. Alors je ne vais pas vous vendre un monde merveilleux, c'est pas toujours facile, mais au moins on a la volonté d'essayer. Les soins ne se réalisent pas de façon chronométrée, on essaie de répondre vraiment au rythme physiologique du résident et aussi dans le respect de ses pathologies, de son autonomie.
Donc ça peut prendre du temps. Donc on ne peut pas en fait fixer de temps à la prise en soin. Un soignant qui va peut-être pacifier un soin et prendre un café avec la personne avant d'aller aux soins, mais c'est un acte professionnel que l'on doit permettre et générer, parce qu'après lui va gagner le temps finalement entre guillemets perdu à ça, n'est pas un temps perdu, mais le temps passé à ça est un temps gagné sur différentes choses. À la fois gagné parce que la personne va accepter son soin, donc ça va bien se passer, et le but c'est qu'elle garde un souvenir, on va dire sympathique, un souvenir qui s'assimile un peu du plaisir lorsqu'elle a eu son soin. Et ça, c'est un petit peu notre credo et ce qu'on essaie de faire. Il y a une dame ce matin, elle nous dit « mais vous êtes notre ange gardien ». Et moi j'ai trouvé ça super beau, quoi. C'est super beau. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens rendre visite à ma maman, qui est là depuis combien de temps maintenant? 2 ans, maman, que t'es là? Ouais, c'est ça. Qui est contente d'être ici. Qui est contente d'être ici. Et puis, voilà, j'ai travaillé ici, moi. J'ai travaillé pendant 8 ans à Sainte-Marie. Pas dans la maison de retraite même, j'ai travaillé sur l'UHR. Moi, l'UHR, je sais que c'était un endroit où j'aimais travailler. Où j'étais vraiment, j'étais bien là-bas. Et effectivement, il y a une prise en charge qui, pour moi, me semblait adaptée et voilà, qui était top. Ouais. Alors, dans les établissements de la FASIC, pour moi, les professionnels qui viennent travailler ici doivent être aussi à la recherche de sources. On ne fait pas ce métier-là comme on irait dans l'industrie. On a quand même des valeurs, on s'occupe de personnes, et donc tout ça dans la dignité. Et ce sont des valeurs, pour moi, que véhicule fortement la FASIC. Donc pour moi, c'est important. Ça fait partie d'une motivation pour nos professionnels. Historiquement, ça faisait 50 ans que l'EHPAD portait ces valeurs-là. Moi, on me les a transmis ici, quand j'ai commencé il y a 15 ans, en qualité d'aide-soignante. Je suis passée dans cet établissement avec ces valeurs et j'en suis jamais partie. Je considère mon travail ici comme ma famille, quoi. J'ai jamais eu la boule au ventre à venir travailler ici. Donc pour moi, je dis bien pour moi, c'est le principal. C'est sûr que quand on se sent bien et bien intégré dans une équipe, forcément ça joue sur notre travail et ça joue sur comment on va agir auprès des patients. Et eux, ils le ressentent automatiquement si ça va ou si ça va pas. On s'entend toutes bien et heureusement, parce que la conjoncture actuelle fait que c'est pas simple aujourd'hui de travailler avec le manque de personnel, le manque de moyens. Mais après, moi en tout cas, je suis contente de venir travailler et je viens avec vraiment bon cœur. Je pense que l'esprit est resté. Si on reste là, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, c'est parce que derrière, il y a le truc qui fait que nous, on s'y retrouve. Il y a le petit truc en plus. Ce petit truc en plus, je sais pas, moi... je sais pas... moi, ce qui me plaît ici, c'est les soins palliatifs, c'est pouvoir les accompagner jusqu'au bout, c'est les familles. Parce qu'il n'y a pas que les patients, il y a aussi les familles qu'il faut accompagner. Donc, c'est super important. Voilà. Voilà, on fait des accompagnements de fin de vie. Et moi, ça me touche particulièrement parce que c'est quelque chose où il y a du coup plus pratiquement que l'humain qui compte. En fait, parce que, ok, on met des médicaments pour soulager, il n'y a pas de souci, on est vraiment sur le confort de fin de vie. Mais ce qui est très très important, c'est accompagner la personne, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de mourir, qui expriment des choses ou qui n'en expriment pas. Et puis il y a tout l'accompagnement de la famille. Et ça, je trouve que c'est une partie passionnante de mon métier, en fait. Ça, vraiment, ça me passionne. J'adore ça, parce que c'est de l'humanité pure, quoi. Ouais. Et moi, je dis souvent autour de moi, la fin de vie, c'est encore la vie. Donc il y a encore des choses à vivre, des choses à ressentir. Et puis même l'agonie, même les derniers instants, c'est encore la vie. Un grand merci à tout le personnel pour les soins prodigués à notre papa, ainsi que votre écoute et votre bienveillance. Merci à tous. Ah, chouette. Du lien, hein? Je suis toujours très touché de voir, à l'occasion de la disparition du membre de leur famille qui était ici, des mots de remerciement très touchants pour le personnel.
ça veut dire que ces valeurs se continuent. Voilà. Maintenant, je ne me verrais pas aller ailleurs pour finir ma carrière, quoi. On veut continuer à transmettre ce qu'on nous a appris pendant toutes ces années, quoi. Bon, moi, je suis jeune, hein, je ne sais pas si dans 10 ans je serai encore là, mais au moins je sais que mes premières années en tant que jeune diplômée, je sais que j'aurais connu de belles années et que j'aurais été heureuse dans mon métier et que j'aurais rencontré de très bonnes collègues. J'ai envie de dire à tous ceux qui cherchent du travail, venez nous voir. Venez voir comment on travaille dans nos établissements. Il y a de la gaieté, il y a de la joie, il faut arrêter avec... On a des métiers qui sont mal reconnus, peu reconnus. C'est dommage. On travaille avec l'humain, c'est joli de travailler avec l'humain. Comment envisager l'avenir? Déjà avec plein de projets. Continuer à travailler comme nous le faisons aujourd'hui avec ces valeurs, de pouvoir continuer à transmettre cet héritage. J'espère qu'on va pouvoir continuer à développer notre projet comme on le fait actuellement, avec la même motivation, avec voilà, la même dynamique, et que ça puisse profiter à un maximum de personnes. Voilà, des projets, toujours dans l'intérêt de la personne et dans le respect des valeurs de la Fondation. Il faut donner envie aux jeunes professionnels de s'investir, il faut donner envie aux bénévoles de venir. Donc, qu'est-ce qui donne envie? Alors, c'est pas juste, voilà, on fait quelque chose, point barre, entre telle heure et telle heure. C'est la convivialité, c'est la proximité, c'est se sentir considéré. C'est important et c'est des valeurs qu'il faut absolument qu'on dise, qu'on répète, pour pas que ce soit oublié. C'est notre essence. De toute façon, ça se fera pas de génération en génération, mais un peu sur le même principe. Il faut qu'on connaisse notre passé pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est important. Et donc, ça veut dire qu'on doit être attentif au niveau des directions et de l'encadrement à faire qu'on privilégie toujours ces valeurs, hein, qui sont des valeurs de bienveillance, de respect de l'autre, d'attention à l'autre, de respect absolu de la dignité de la personne. Voilà, donc il y a tout un ensemble d'actes et d'éléments posés qu'il faut veiller à préserver et même à développer. Mais il est clair qu'un des projets de développement, c'est aussi être créatif dans notre accompagnement. Ce que je veux simplement dire par rapport à ça, c'est qu'il faut être créatif dans l'accueil et il faudra certainement faire preuve d'audace dans l'offre de soins et l'offre qu'on va pouvoir proposer, c'est sûr. Et comme ça change dans la société d'une période à l'autre, il y a toujours des nouvelles pauvretés qui menacent la dignité des personnes. Il faudra toujours que la Fondation soit attentive à tout ce qui menace la dignité des personnes pour voir comment y pallier. On a pris un angle stratégique depuis quelques mois maintenant, qui est de nous positionner résolument sur les soins palliatifs. On se dit que c'est l'occasion d'apporter une alternative aux familles et aux résidents en leur disant que dans chacun de nos établissements, on constitue des équipes expertes dans les soins palliatifs pour accompagner la fin de la vie ou soulager les douleurs et faire que toute personne pourra être accompagnée et ne pas forcément aller vers une solution qui ne fait pas partie de nos valeurs. On essaie dans la mesure du possible de faire les choses bien. Et je pense que dans le temps, c'était comme ça et que j'espère qu'à l'avenir, ce sera comme ça aussi. Faut espérer. Bah écoutez, oui, en espérant voilà, que tout cela perdure, quoi, parce que ça fait très longtemps et je pense que voilà, la réussite, ce sera que ça continue comme ça sur du très long terme. Il n'y a pas de raison, c'est évident. Tant qu'on restera dans cette dynamique-là, en tout cas, on n'a pas de souci à se faire, quoi. En tout cas, je dis merci à ceux qui prendront la suite et qui continueront cette belle œuvre. Les générations qui vont suivre.